à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, Sénégal accueille triomphal des Lions de la Teranga à Dakar après le sacre continental, une victoire qui fait vibrer toute l'Afrique de l'Ouest. En RDC, l'armée reprend le contrôle d'Ouvira après le retrait du groupe armé M23, une situation sécuritaire suivie de près dans la sous-région. Au Mozambique, près de 5 millions de personnes affectées par de violentes inondations en Afrique australe. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le Sénégal, précisément à Dakar, où l'accueil a été grandiose pour les Lions de la Teranga, sacrés champions continentaux. À l'heure des descente d'avion, les joueurs ont été reçus par le président Bassirou Diomaye Faye et une foule de supporters venus célébrer cette victoire historique. Plus de détails dans cet élément. Les champions d'Afrique sénégalais sont arrivés lundi soir à Dakar. En retour triomphal pour les Lions de la Teranga, accueillis par le président de la République et une foule immense venue saluer leur parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. Joie et ferveur ont marqué le retour des nouveaux rois du football africain. Durant toute la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu'ils avaient cette mission en tête et qu'ils avaient à cœur de ramener cette coupe et de rendre le peuple sénégalais fier. Ils l'ont fait en étant héroïques, ils l'ont fait en produisant du beau jeu, ils l'ont fait en étant très fair play, ils l'ont fait en étant exemplaires sur le terrain et en dehors du terrain. Nous ne pouvons que être fiers d'eux. Depuis la finale de dimanche, le Sénégal vit toujours au rythme des célébrations. Les supporters continuent de vibrer et acclamer leurs héros. Beaucoup ont patienté des heures à l'aéroport, déterminés à voir, approcher et parfois toucher leur idole. Ouais, on est là pour célébrer notre coupe champion d'Afrique et accueillir les joueurs aussi, les joueurs sénégalais et notre champion d'Afrique, Sadio Mané et l'ensemble de l'équipe du Sénégal. On est content aujourd'hui, on est fiers d'être sénégalais et aussi on est content du tout. Ouais. Les Lions de la Teranga, vainqueurs au terme d'une finale historique, continuent d'écrire les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Direction l'Afrique centrale, en République démocratique du Congo, à Uvira, dans l'est du pays, l'armée congolaise a repris le contrôle de la ville après le retrait du groupe armé M23. Les forces ont été accueillies par des acclamations de la population, malgré des tirs sporadiques signalés dans certains quartiers. Suivez à présent.
L'armée congolaise a repris lundi le contrôle total de la ville stratégique d'Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC. Mais la menace rebelle reste présente. Le groupe armé serait toujours positionné sur les hauteurs de Kubunambo, à moins d'1 kilomètre au nord du centre-ville. Une présence qui continue d'inquiéter les habitants. Les forces armées congolaises poursuivent leur déploiement dans la ville et ses environs afin de consolider leur position et sécuriser la zone. La prise d'Uvira par le M23 était intervenue peu après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du président américain. Le 17 septembre, le groupe armé avait annoncé le retrait de ses troupes de la ville tout en maintenant des positions dans les environs. Jeudi dernier, les rebelles ont affirmé vouloir retirer leurs dernières forces et placer Uvira sous la responsabilité de la communauté internationale. En Afrique de l'Est, les forces de soutien rapide ont exprimé leur regret après des affrontements survenus avec le Tchad. Les paramilitaires soudanaises affirment respecter la souveraineté tchadienne et ses frontières internationalement reconnues. Image à suivre. Les paramilitaires soudanais ont exprimé lundi leur regret après les affrontements avec l'armée tchadienne à la frontière. Le combat aurait coûté la vie à 7 soldats tchadiens. Selon Djamena, les membres des RSF soudanais ont franchi la frontière. Jeudi, les affrontements sont intervenus lorsque les troupes tchadiennes leur ont demandé de partir. Alors que les forces de soutien rapide évoquent une erreur involontaire lors d'une opération ayant visé en réalité des éléments de l'armée soudanaise venus du Tchad pour s'aimer la discorde avant de prendre la clé des champs. Le Soudan est en proie à la guerre depuis avril 2023. Elle oppose des paramilitaires du général Daglo à l'armée dirigée par le général Al-Bourhan. Environ 1 million de Soudanais ont trouvé refuge au Tchad depuis le début du conflit. Au Mozambique, près de 5 millions de personnes ont été affectées par de violentes inondations provoquées par des pluies torrentielles. Des habitations ont été détruites et de nombreuses familles déplacées. Une crise humanitaire majeure qui touche plusieurs pays de la région et pose à nouveau la question de l'impact du changement climatique en Afrique. Image à suivre. Plus d'un demi-million de personnes ont été touchées par les inondations dans le sud et le centre du Mozambique, selon les Nations Unies. Les fortes pluies qui s'abattent depuis la mi-décembre ont provoqué des inondations généralisées dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala. Les autorités rapportent que plus de 510 000 personnes ont été touchées à ce jour, avec des dégâts importants aux infrastructures sanitaires et aux routes. Près de 5 000 kilomètres de routes ont été endommagés dans 9 provinces du Mozambique et la route principale reliant la capitale Maputo au reste du pays est désormais inaccessible. Les chaînes d'approvisionnement sont fortement perturbées et les autorités font état de la perte de plus de 27 000 têtes de bétail. Le gouvernement dirige les opérations de secours. Samedi, il a officiellement demandé l'aide des Nations Unies pour les opérations de recherche, de sauvetage, les évacuations préventives, l'évaluation des dégâts et la mise à disposition d'abris temporaires. Les évacuations se poursuivent et 50 centres d'hébergement temporaire à travers le pays accueillent plus de 50 000 personnes. Avec nos partenaires, nous intensifions l'aide humanitaire, nous concentrons sur la réduction de la surpopulation dans les centres d'hébergement. Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence. Ces inondations touchent toute l'Afrique australe. Plus d'une centaine de morts enregistrés au Mozambique. L'Afrique du Sud a décrété dimanche l'état de catastrophe nationale et recherche les corps des victimes de ces intempéries. Le Zimbabwe n'est pas en reste. Les pluies ont causé des inondations dans plusieurs villes. En Europe, en Suisse, à Davos, en marge du Forum économique mondial, des militants ont projeté une image satirique du président américain Donald Trump sur une piste de ski, une action symbolique visant à dénoncer sa politique largement relayée sur les réseaux sociaux. Suivez à présent.
Europe, à travers la presse internationale, le lancement du Conseil de la paix, initiative diplomatique portée par les États-Unis et réunissant une soixantaine de pays, suscite de nombreuses interrogations. Présenté comme un cadre pour la suite du plan américain sur Gaza, ce conseil est critiqué pour son fonctionnement et ses objectifs réels. Image à suivre. La Russie de Poutine ou encore la Biélorussie de Loukachenko. D'après le Grand Continent, la revue française, seuls 8 pays ont accepté publiquement du moins et pour l'instant de rejoindre l'organisation, dont l'Argentine de Milei et le Canada de Carney, qui a toutefois fait savoir, Damien, qu'il ne mettrait pas la main à la poche, qu'il ne verserait pas le milliard de dollars demandé pour obtenir un siège permanent. Mais qu'est-ce qu'exactement ce soi-disant Conseil pour la paix? D'après le Wall Street Journal, le quotidien américain, ce club diplomatique aurait pour ambition, je cite, d'attaquer de court-circuiter l'Organisation des Nations Unies, rien que ça. Et d'ailleurs, en tant que président, Donald Trump, il disposerait de larges pouvoirs, notamment d'un droit de veto et du droit de nommer ou de révoquer des États membres. Le quotidien belge Le Soir confirme que le président des États-Unis cherche à fabriquer une instance parallèle à l'ONU, mais fait état de la méfiance et du doute chez de nombreux dirigeants, notamment au sein de l'UE. Les Européens toutefois divisés. La France, vous l'avez dit, a dit non, la Hongrie a dit oui. Mais la France menacée donc de droits de douane de 200% par Donald Trump sur le vin et le champagne. Conseil de la paix de Donald Trump dont la mission affichée au départ était de mettre en œuvre la deuxième phase du plan américain pour la bande de Gaza. Et là encore, ça semble plutôt mal engagé. Haaretz rapporte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit être opposé à ce que la Turquie et le Qatar fassent partie du comité qui serait chargé de gouverner l'enclave palestinienne. Dans le Jérusalem Post, Samer Sinij Laoui, qui est un responsable du Fatah, s'insurge lui contre l'absence de représentants politiques palestiniens. La reconstruction sans représentation politique ne résout pas l'instabilité. Il la reproduit, prévient-il. Plus véhément, The Guardian, le quotidien britannique, voit dans cet autoproclamé Conseil pour la paix, dont la charte ne mentionne même plus Gaza, un épouvantable projet néocolonialiste, un modèle dans lequel Gaza serait finalement réduite à un simple test de la puissance américaine. Aux États-Unis, un an après le début de son second mandat, Donald Trump continue de marquer la scène internationale. Droit de douane, choix diplomatique et repositionnement stratégique, sa gouvernance a profondément influencé les relations internationales. Suivez à présent. La Russie de Poutine ou encore la Biélorussie de Loukachenko. D'après le Grand Continent, la revue française, seuls 8 pays ont accepté publiquement du moins et pour l'instant de rejoindre l'organisation, dont l'Argentine de Milei et le Canada de Carney, qui a toutefois fait savoir, Damien, qu'il ne mettrait pas la main à la poche, qu'il ne verserait pas le milliard de dollars demandé pour obtenir un siège permanent. Mais qu'est-ce qu'exactement ce soi-disant Conseil pour la paix? D'après le Wall Street Journal, le quotidien américain, ce club diplomatique aurait pour ambition, je cite, d'attaquer de court-circuiter l'Organisation des Nations Unies, rien que ça. Et d'ailleurs, en tant que président, Donald Trump, il disposerait de larges pouvoirs, notamment d'un droit de veto et du droit de nommer ou de révoquer des États membres. Le quotidien belge Le Soir confirme que le président des États-Unis cherche à fabriquer une instance parallèle à l'ONU, mais fait état de la méfiance et du doute chez de nombreux dirigeants, notamment au sein de l'UE. Les Européens toutefois divisés. La France, vous l'avez dit, a dit non, la Hongrie a dit oui. Mais la France menacée donc de droits de douane de 200% par Donald Trump sur le vin et le champagne. Conseil de la paix de Donald Trump dont la mission affichée au départ était de mettre en œuvre la deuxième phase du plan américain pour la bande de Gaza. Et là encore, ça semble plutôt mal engagé. Haaretz rapporte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit être opposé à ce que la Turquie et le Qatar fassent partie du comité qui serait chargé de gouverner l'enclave palestinienne. Dans le Jérusalem Post, Samer Sinij Laoui, qui est un responsable du Fatah, s'insurge lui contre l'absence de représentants politiques palestiniens. La reconstruction sans représentation politique ne résout pas l'instabilité.
il la reproduit, prévient-il. Plus véhément, The Guardian, le quotidien britannique, voit dans cet autoproclamé Conseil pour la paix, dont la charte ne mentionne même plus Gaza, un épouvantable projet néocolonialiste, un modèle dans lequel Gaza serait finalement réduite à un simple test de la puissance américaine. Et pour finir, toujours aux États-Unis, de Venezuela au Groenland, Washington multiplie les pressions diplomatiques, une stratégie assumée par l'administration Trump qui entend défendre les intérêts américains sur plusieurs fronts internationaux. Image à suivre. Souvent, Trump, il est imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est inattendu, etc. Bon. Sur le fond, on va y revenir, mais sur la forme, il y a quand même une méthode Trump qui n'est pas très élégante, qui est une méthode de menace, d'intimidation, de déstabilisation de la personne ou de l'État qui est perçu comme un adversaire. Alors, on l'a vu notamment, ces dernières heures, on va y revenir aussi, ce qu'il a fait vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, l'épisode le plus tristement célèbre, ça a été ce rendez-vous avec Volodymyr Zelensky. C'était à la fin du mois de février de l'an dernier, dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche. Il y a toute la méthode Trump là-dedans, c'est-à-dire un accueil courtois, poli, mais où déjà il y a une ou deux petites vacheries, si vous me passez l'expression, qui est glissée. Et puis, voilà, le spectacle commence dans le bureau ovale. C'est le vice-président J.D. Vance qui est à l'attaque et Trump qui enchaîne en reprochant à Volodymyr Zelensky de ne pas suffisamment remercier le président Trump pour l'aide apportée à l'Ukraine. Il y a toute la méthode de Trump, le manque d'élégance, la brutalité et le fait que ça se passe évidemment devant les caméras de télévision. Ça aussi, c'est délibéré, Mathieu Mabin en parlait, une forme de saturation médiatique. D'ailleurs, à la fin de la séquence dans le bureau ovale, Donald Trump a dit devant les caméras « Ah, ça va faire un très bon moment de télévision ». Et c'est ça aussi, le spectacle compte autant que le contenu. Alors voilà pour le spectacle. Et voilà qui boucle cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.